Le comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 15e épisode, le déjeuner. Chez le vicomte Albert de Morcerf se trouvent réunis Lucien de Bray, secrétaire particulier du ministre de l'Intérieur, Beauchamp, journaliste d'opposition, le comte de Château-Renaud et Maximilien Morel, capitaine de Spey et fils de l'armateur Morel de Marseille, qui fut, en 1815, le patron d'Edmond Dantès. Tous ces jeunes gens de la bonne société attendent un invité de marque, le comte de Monte Cristo, qui, à Rome, sur une simple intervention de sa part, a tiré Albert de Morcerf des mains du redoutable bandit Luigi Vampa. Monte Cristo, qui fut autrefois Edmond Dantès, a dans la vie un but précis, se venger de ceux qui, autrefois, firent son malheur. Et pour se rapprocher de ses ennemis, il avait promis au jeune vicomte de venir lui rendre visite à Paris, le 27 mai, à 10h30 précise. Or, nous sommes le 27 mai 1838. Il est exactement 10h30 et le comte se fait annoncer. Son Excellence, le comte de Monte Cristo. L'exactitude et la politesse des rois, à ce qu'a prétendu, je crois, un de nos souverains. Mais quelle que soit leur bonne volonté, elle n'est pas toujours celle des voyageurs. J'espère, mon cher vicomte, que vous excuserez les 2 ou 3 secondes de retard que je crois avoir mis à paraître au rendez-vous. 500 lieues ne se font pas sans quelques contrariétés, surtout en France où il est défendu, à ce qu'il paraît, de battre les postillons. Comte, j'étais en train d'annoncer votre visite à quelques-uns de mes amis que j'ai l'honneur de vous présenter. Monsieur le comte de Château-Renaud. Monsieur. Dont les ancêtres ont eu leur place à la table ronde. Monsieur Lucien de Bray. Monsieur. Secrétaire particulier du ministre de l'Intérieur. Monsieur Beauchamp. Monsieur. Terrible journaliste, l'effroi du gouvernement français. Enfin, monsieur Maximilien Morel. Monsieur. Capitaine de Spey. Ah. Sous cet uniforme bat l'un des cœurs les plus braves et les plus nobles de l'armée. Non. Laissez-moi dire, capitaine. Nous venons d'apprendre de monsieur un fait si héroïque que, quoique je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, je réclame pour lui la faveur de vous le présenter comme mon ami. Ah, monsieur est un noble cœur. Tant mieux. Pourquoi en douterait-il? Singulier personnage. Monsieur le vicomte. Messieurs, Florentin m'annonce que nous sommes servis. Mon cher comte, permettez-moi de vous montrer le chemin. Messieurs, permettez-moi un aveu qui sera mon excuse pour toutes les inconvenances que je pourrais faire. C'est la première fois que je viens à Paris, et la vie française m'est parfaitement inconnue. Cela dit, messieurs, déjeunons, je suis dans mon jour d'appétit, car depuis hier matin, je n'ai point mangé. Vous n'avez pas mangé depuis 24 heures? Non, j'étais un peu en retard et je n'ai pas voulu m'arrêter. Vous avez mangé dans votre voiture? Non, j'ai dormi, comme cela m'arrive quand j'ai faim, sans avoir envie de manger. Vous commandez donc au sommeil, monsieur? À peu près, oui. J'ai une recette pour cela. Il s'agit d'un mélange excellent d'opium et de hashish. On en fait des espèces de pilules qui s'avalent au moment où l'on en a besoin. Vous portez donc toujours cette drogue sur vous? Toujours, oui. Dans cette bonbonnière. Mais c'est une émeraude taillée. Oui. C'est votre cuisinier qui vous prépare ce régal? Non, je suis assez bon chimiste. Et je prépare mes pilules moi-même. Cette émeraude qui les renferme est la plus grosse que j'ai jamais vue. Ah. J'en avais 3 pareilles. J'ai donné l'une au grand seigneur et l'autre à notre Saint-Père le Pape.
Et que vous en donnez ces 2 souverains en échange? Le grand seigneur, la liberté d'une femme. Et le pape? La vie d'un homme. Et c'est Peppino que vous avez délivré, n'est-ce pas? Peut-être, oui. Comme vous m'avez sauvé des mains des bandits romains. Ne parlons plus de cette misère, vicomte. Ne m'aviez-vous pas dit, à Rome, quelques mots d'un mariage ébauché? Dois-je vous féliciter sur votre prochain bonheur? La chose est toujours à l'état de projet, mais j'espère bien avant peu vous présenter, sinon ma femme, du moins ma future, mademoiselle Eugénie Danglars. Attendez. Danglars? Danglars. Son père n'est-il pas le baron Danglars, le banquier? Baron de nouvelle création. Oh, qu'importe s'il a rendu à l'État des services qui lui ait mérité cette distinction. D'énormes services. Il a, quoique libéral dans l'âme, complété en 1829 un emprunt de 6 millions pour le roi Charles X, qu'il a fait baron et chevalier de la Légion d'honneur. Ah. Mais vous avez prononcé son nom comme quelqu'un qui connaîtrait le baron. Je ne tarderai probablement pas à faire sa connaissance, attendu que j'ai un crédit ouvert sur lui par les maisons Richard et Blount de Londres, Arstein & Esclès de Vienne et Thomson & French de Rome. Thomson & French. Oui. Connaissez-vous cette maison, monsieur? Ce sont mes banquiers dans la capitale du monde chrétien. Puis-je vous être bon à quelque chose auprès d'eux? Oh, monsieur le comte, vous pourriez nous aider peut-être dans des recherches restées jusqu'à présent infructueuses. Cette maison a autrefois rendu service à la nôtre et a toujours, je ne sais pourquoi nier nous avoir rendu ce service. Je suis à vos ordres, monsieur. Messieurs, j'ai une importante question à vous soumettre. Où logerons-nous cet hôte nouveau du Grand Paris? Faubourg Saint-Germain. Au Château Renaud. Vous ne connaissez que votre triste et maussade faubourg. Ne l'écoutez pas, monsieur le comte. Logez-vous Chaussée d'Antin. C'est le véritable centre de Paris. Non, boulevard de l'Opéra. Une maison avec balcon. Monsieur le comte verra toute la capitale défiler sous ses yeux. Et vous, Morel, vous ne proposez rien? Bien, j'attendais que monsieur se laissât tenter par quelqu'une des offres brillantes qu'on vient de lui faire. Comme il n'a pas répondu, je crois pouvoir lui proposer un appartement dans un petit hôtel tout charmant que ma sœur vient de louer depuis 1 an dans la rue Mellet. Vous avez une sœur? Oui, monsieur. Une excellente sœur. Mariée depuis bientôt 9 ans et aussi heureuse qu'il est permis à une créature humaine de l'être. Elle a épousé l'homme qu'elle aimait, celui qui nous est resté fidèle dans notre mauvaise fortune, Emmanuel Raymond. J'habite chez elle pendant mon semestre et... Merci, monsieur Morel. Je me contenterai d'être présenté par vous à votre sœur et à votre beau-frère, si vous voulez me faire cet honneur. Mais j'ai déjà mon habitation toute prête. J'ai envoyé d'avance mon valet de chambre et il a dû acheter cette maison et me la faire meubler. Vous avez donc un valet de chambre qui connaît Paris? Oh non, c'est la première fois qu'il vient en France. Il est noir et il ne parle pas. Alors c'est Ali? Oui. Oui, c'est mon Nubien, mon muet que vous avez vu à Rome. Mais comment a-t-il pu? Je suis certain qu'il aura choisi toute chose selon mon goût. Il est arrivé il y a 8 jours, il connaît mes caprices, mes fantaisies, mes besoins. Il savait que j'arriverais aujourd'hui à 10 heures. Depuis 9 heures, il m'attendait à la barrière de Fontainebleau. Il m'a remis ce papier, c'est ma nouvelle adresse. Tenez, lisez. Champs-Élysées, numéro 30. Oh, voilà qui est original. Et très princier. Mais comment, vous ne connaissez pas votre maison? Non, monsieur, je ne voulais pas manquer l'heure. J'ai fait ma toilette dans ma voiture et je suis descendu à la porte du vicomte. Il faudra donc nous contenter de rendre à monsieur le comte tous les petits services qui seront en notre pouvoir. En ma qualité de journaliste, je lui ouvre tous les théâtres de Paris. Merci, monsieur, mais mon intendant a déjà l'ordre de me louer une loge dans chacun d'eux. Votre intendant ne serait-il pas le signor Bertuccio? Lui-même. Vous l'avez vu chez moi? Oui. C'est un fort brave homme, qui était un peu soldat, un peu contrebandier, un peu de tout, enfin. Je ne jurerais même pas qu'il n'a point eu quelques démêlés avec la police pour un coup de couteau. Et combien vous vole-t-il par an, cet honnête citoyen du monde? Parole d'honneur, pas plus qu'un autre. J'en suis sûr. Non, il fait mon affaire, ne connaît pas d'impossibilité, et je le garde. Hôtel aux Champs-Élysées, domestique, intendant, loge au théâtre, il ne vous manque plus qu'une maîtresse. Ah,
J'ai mieux que cela. J'ai une esclave. Vous louez vos maîtresses au théâtre de l'Opéra, au vaudeville, aux variétés. Moi, j'ai acheté la mienne à Constantinople. Cela m'a coûté plus, mais sous ce rapport-là, je n'ai plus besoin de m'inquiéter de rien. Mon cher Albert, il faut que je retourne à mon ministère. Messieurs, votre très humble. Monsieur, vous permettez? Je vous accompagne, Lucien. Albert, je parlerai du comte au ministre. Et il faudra bien que nous sachions qui il est. Et quand vous saurez qui il est, vous me le direz. Mais naturellement, je vous le promets. Merci. Au revoir, Albert. Au revoir, Lucien. Bon, je n'irai pas à la chambre. J'ai à offrir à mes lecteurs mieux qu'un discours de M. Danglars. De grâce, Beauchamp, pas un mot, je vous en supplie. Ne m'ôtez pas le mérite de le présenter. N'est-ce pas qu'il est curieux? En effet. C'est vraiment un des hommes les plus extraordinaires que j'ai vus de ma vie. Oh, venez-vous, Morel? Oui, le temps de donner ma carte à monsieur le comte, qui veut bien me promettre de nous faire une petite visite rue Mellet. Soyez sûr que je n'y manquerai pas, monsieur. Florentin, reconduisez ces messieurs. Bien, monsieur le vicomte. Permettez-moi, comte, de commencer avec vous mon métier de Cicérone, en vous donnant le spécimen d'un appartement de garçon. Oh, vous avez là une belle maîtresse, vicomte. Joli portrait. Et ce costume de bal, l'huissier est vraiment à ravir. Monsieur, voilà une méprise que je ne vous pardonnerai pas si, à côté de ce portrait, vous en eussiez vu quelque autre. Vous ne connaissez pas ma mère. C'est elle que vous voyez dans ce cadre. Ce costume est un costume de fantaisie, celui des pêcheuses catalanes, à ce qu'il paraît. La comtesse fit faire ce portrait pendant une absence du comte. Elle croyait lui préparer une gracieuse surprise, mais, chose bizarre, ce portrait déplut à mon père. Il est vrai de dire qu'il est un amateur d'art des plus médiocres. Si vous le voulez bien, je vais vous mener jusque chez lui. Le comte et la comtesse savent le service que vous m'avez rendu, et ils attendaient avec impatience qu'il leur fût permis de vous remercier. Mon père, j'ai l'honneur de vous présenter le comte de Monte Cristo. Oh, monsieur est le bienvenu parmi nous. Il a rendu à notre maison, en lui conservant son héritier, un service qui sollicitera éternellement notre reconnaissance. Madame la comtesse va descendre. C'est beaucoup d'honneur pour moi d'être ainsi, dès le jour de mon arrivée, mis en rapport avec un homme dont le mérite égale la réputation et pour lequel la fortune n'a pas fait d'erreur. Mais n'a-t-elle pas encore un bâton de maréchal à vous offrir? Oh, j'ai quitté le service, monsieur. La révolution de juillet était assez glorieuse pour se permettre d'être ingrate. Elle le fut pour tout service qui ne datait pas de la période impériale. Oui, j'ai quitté l'épée. Je me suis jeté dans la politique, je me voue à l'industrie, j'étudie les arts utiles. Ah, monsieur, voilà qui est vraiment beau. Je dirais même plus, voilà qui est sublime. Hélas, nous ne faisons pas ainsi en Italie. Nous croissons selon notre race et notre espèce et nous gardons même feuillage toute notre vie. Pour un homme de votre mérite, l'Italie n'est pas une patrie. Et la France ne sera peut-être pas ingrate pour tout le monde. Oui, elle traite mal ses enfants, mais d'habitude, elle accueille grandement les étrangers. Ah, mon père, les satisfactions du comte sont en dehors de ce monde. Il n'aspire point aux honneurs et en prend seulement ce qui peut tenir sur un passeport. Monsieur a été le maître de son avenir et il a choisi le chemin des fleurs. Justement, monsieur. Si je n'eusse craint de fatiguer monsieur le comte, je l'eusse emmené à la chambre. Non, je vous serais fort reconnaissant si vous voulez bien me renouveler cette offre une autre fois. Mais aujourd'hui, l'on m'a flatté de l'espoir d'être présenté à madame la comtesse et j'attendrai. Ah, voici ma mère. Mais, mon Dieu, madame, mais qu'avez-vous donc? Souffrez-vous, ma mère? Non. Mais
J'ai éprouvé quelque émotion en voyant celui sans l'intervention duquel nous serions en ce moment dans les larmes et dans le deuil. Monsieur, je vous dois la vie de mon fils, et pour ce bienfait, je vous bénis. Madame, sauver un homme, épargner un tourment à un père, ménager la sensibilité d'une femme, c'est faire acte d'humanité. Il est bien heureux pour mon fils de vous avoir pour ami. Et je remercie Dieu qui a fait les choses ainsi. Madame, la séance à la Chambre ouvre à 2 heures et je dois prendre la parole. Allez, monsieur. Je tâcherai de faire oublier votre absence à notre hôte. Monsieur le comte nous fera-t-il l'honneur de passer le reste de la journée avec nous? Merci, madame. Mais je suis descendu ce matin à votre porte de ma voiture de voyage. J'ignore encore comment je suis installé à Paris. Alors, je ne vous retiens pas, car je ne veux pas que ma reconnaissance devienne ou une indiscrétion ou une importunité. Mon cher comte, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous rendre votre gracieuse politesse de Rome et mettre mon coupé à votre disposition. Merci 1000 fois de votre obligeance, vicomte. Mais je présume que M. Bertuccio aura convenablement employé les heures que je viens de lui laisser et que je trouverai à la porte une voiture tout attelée. Permettez-moi de prendre congé, madame. Je ne vous laisse partir que parce que je suis certaine que vous reviendrez, comte. Souffrez-vous, ma mère? Je vous trouve encore très pâle. D'une pâleur qui vous sied à merveille. Ce n'est rien, je vous assure. Mais, dites-moi, Albert, qu'est-ce donc que ce nom de Monte Cristo? C'est, je crois, un titre, et voilà tout. Le comte a acheté une île dans l'archipel toscan, et à ce qu'il dit lui-même, il a fondé une commanderie. Ses manières sont excellentes. Croyez-vous qu'il soit ce qu'il paraît être? Je le crois maltais. Non, je ne vous interroge pas sur son origine, mais sur sa personne. Je le regarderais volontiers comme un de ces hommes que le malheur a marqué d'un sceau fatal. Vous dites? Mais n'importe, c'est un homme remarquable et qui aura les plus grands succès dans les salons de Paris. Quel âge peut-il avoir? 35 ou 36 ans. Si jeune? C'est impossible. C'est la vérité, cependant. Comment pouvez-vous en être sûr? 3 ou 4 fois, il m'a dit, et certes sans préméditation, à telle époque, j'avais 5 ans, à telle autre, j'avais 10 ans. J'ai rapproché les dates et je ne l'ai jamais trouvé en défaut. Et cet homme s'est pris d'amitié pour vous? Je le crois, madame. Et vous? Vous l'aimez aussi? Il me plaît. Quoi qu'en dise Franz d'Épinay, qui voulait le faire passer à mes yeux pour un homme revenant de l'autre monde. Soyez prudent, Albert. Oh, madame, le comte ne joue pas, il ne boit que de l'eau dorée par une goutte de vin d'Espagne. Il s'est annoncé si riche qu'il ne pourrait m'emprunter d'argent sans se faire rire au nez. Que voulez-vous que je craigne de sa part? Vous avez raison. Et mes terreurs sont folles. Albert, laissez-moi maintenant, voulez-vous? Ce diable d'homme. Je lui ai bien prédit qu'il ferait sensation dans le monde. Je mesure son effet sur ma mère. La comtesse l'a remarqué. Donc il faut qu'il soit bien remarquable.
Merci, monsieur Bertuccio. Alors, et le notaire? Il est dans le petit salon, Excellence. Les cartes de visite sont faites. La première a été portée à l'instant, selon vos ordres, chez monsieur le baron d'Anglas. Bien. À présent, montrez-moi le chemin. Oh, voilà de pauvres marbres dans cette antichambre. J'espère bien qu'on m'enlèvera tout cela. Ah, monsieur est le notaire chargé de vendre la maison de campagne que je veux acheter. Oui, monsieur le comte. Voici l'acte de vente. Bien. Et où est cette maison que j'achète? Comment monsieur le comte ne sait pas où est la maison qu'il achète? Eh, ma foi, non. J'arrive de Cadiz ce matin, je ne suis jamais venu à Paris, c'est même la première fois que je mets le pied en France. La maison est située à Auteuil. Ah, Qu'y a-t-il, monsieur Bertuccio? Rien, Excellence. À 2 pas d'ici, un peu après Passy, au milieu du bois de Boulogne. Si près que cela. Comment diable m'avez-vous été choisir une maison à la porte de Paris, monsieur Bertuccio? Moi... Mais ce n'est pas moi, monsieur le comte. Que monsieur le comte veuille bien se rappeler. Ah oui, c'est juste, oui. Oui, j'ai lu cette annonce dans un journal et je me suis laissé séduire par ce titre menteur, maison de campagne. Il est encore temps, et si votre Excellence veut bien me laisser chercher partout ailleurs... Non, non, ma foi, puisque j'ai celle-là, je la garderai. Et monsieur a raison, c'est une charmante propriété. Bien. Le contrat, s'il vous plaît. Le voici. Ah, si monsieur le comte veut bien signer ici. Et puis là. Voilà. Bertuccio, donnez 55 000 francs à monsieur. Les voici, Excellence. Bien. Avez-vous apporté les clés? Elles sont aux mains du concierge qui garde la maison. Voici l'ordre que je lui ai donné d'installer monsieur dans sa propriété. Fort bien. Mais monsieur le comte s'est trompé, ce n'est que 50 000 francs tout compris. Et vos honoraires? Et il se trouve payé moyennant cette somme. N'êtes-vous pas venu d'Auteuil ici? Oh, oui, sans doute, mais enfin, monsieur le comte... Faut bien payer votre dérangement. Merci beaucoup, monsieur le comte. Monsieur Bertuccio, reconduisez, monsieur. Auteuil, rue de la Fontaine, numéro 28. C'est bien cela. Maintenant, dois-je m'en rapporter à un aveu arraché par la terreur? Enfin bon, dans 1 heure, je saurai tout. Bertuccio! Monsieur le comte. Ne m'avez-vous pas dit autrefois que vous aviez voyagé en France? Dans certaines parties de la France, oui, Excellence. Vous connaissez les environs de Paris, sans doute? Non. Non, Excellence, non. Ah, c'est fâcheux, car je veux aller ce soir même voir ma nouvelle propriété. Et en venant avec moi, vous m'eussiez donné sans doute d'utiles renseignements. À Auteuil? Moi, aller à Auteuil... Mais qu'y a-t-il d'étonnant que vous veniez à Auteuil? Quand j'y demeurerai, il faudra bien que vous y veniez. Ah, ça, mais que vous arrive-t-il? Allez-vous me faire sonner une seconde fois pour la voiture? Les chevaux de son Excellence. La voiture. Pauvre Bertuccio. Est-ce que je vais avec monsieur le comte? Sans doute. Il faut bien que vous donniez vos ordres puisque je vais habiter cette maison. Il n'y a personne. La maison est à vendre. Et la maison est vendue, brave homme. À son Excellence, monsieur le comte de Monte Cristo. Voici l'ordre du notaire. Ah.
Et c'est monsieur qui vient l'habiter? Oui, mon ami. Et je tâcherai que vous n'ayez pas à regretter votre ancien maître. Oh, monsieur, il y a 5 ans que monsieur le marquis de Saint-Méran n'est pas venu. Marquis de Saint-Méran. Il me semble que ce nom ne m'est pas inconnu. Un vieux gentilhomme, fidèle serviteur des Bourbons. Il avait une fille unique qu'il avait mariée à monsieur de Villefort, qui a été procureur du roi, et qui doit l'être encore. Villefort. Cette fille n'est-elle pas morte? Oui, monsieur. Il y a une 20aine d'années. Et depuis, nous n'avons pas revu 3 fois le pauvre cher marquis. Merci. J'aimerais voir la maison. Bertuccio, prenez une des lanternes de la voiture et montrez-moi les appartements. Oui, monsieur le comte. Tiens, voilà un escalier de dégagement. Passez devant, Bertuccio, et voyons où il mène. Monsieur, il mène au jardin. Et comment savez-vous cela? C'est-à-dire qu'il doit y aller. Eh bien, assurons-nous-en. Eh bien, monsieur Bertuccio, venez donc. Non, je n'irai pas plus loin. C'est impossible. Qu'est-ce à dire? Ce n'est pas naturel. Ayant une maison à acheter à Paris, vous l'achetiez justement à Auteuil et que l'achetant à Auteuil, cette maison soit le numéro 28 de la rue de la Fontaine. J'espérais que ce serait une autre maison. Comme s'il n'y avait pas d'autre maison à Auteuil que celle de l'assassinat. Oh, quel vilain mot. Éloignez-vous, monsieur. Je vous en supplie. Vous êtes justement à la place. Quelle place? À la place où il est tombé. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 15e épisode, Le Déjeuner. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Bertuccio, André Weber. Lucien Debray, Gilles Guillot. Le concierge, Jean Brunel. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Beauchamp, Philippe Mercier. Château Renaud, François Marié. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Le comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Mercedes, Martine Sarcey. Le notaire, Yves Pénaud. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Aujourd'hui, 16e épisode, la maison d'Auteuil. Dès son arrivée à Paris, le comte de Monte Cristo, tenant sa promesse, est allé rendre visite au jeune vicomte de Morcerf, lequel s'empresse de lui présenter son père et sa mère. Au cours de cette rencontre, la comtesse de Morcerf a beaucoup de mal à cacher son émotion. Il ne fait aucun doute que le visiteur lui rappelle quelqu'un. Et qui, si ce n'est Edmond Dantès, celui qui fut son fiancé, alors qu'elle n'était encore que Mercédès la Catalane. Quelques heures plus tard, Monte Cristo, accompagné de son intendant Bertuccio, visite la maison de campagne qu'il vient d'acheter à Auteuil. Bertuccio paraît bouleversé lorsque le comte le conduit dans le jardin, et il s'écrie soudain « Éloignez-vous, monsieur, vous êtes justement à la place où il est tombé. » Qui donc est tombé là, dans ce jardin d'Auteuil? Nous sommes toujours le 27 mai 1838, et je sens que nous allons le savoir. Mon cher monsieur Bertuccio, nous ne sommes pas ici en Corse, ceci n'est point un maquis, mais un jardin anglais. Mal entretenu, j'en conviens, mais qu'il ne faut pas calomnier pour autant. Monsieur, ne restez pas là. Je crois que vous devenez fou, monsieur l'intendant. Vous vous tordez les bras et vous roulez des yeux comme un possédé. L'abbé Busoni m'avait donc menti lorsqu'après son voyage en France en 1829, il vous envoya chez moi, muni d'une lettre de recommandation. Je vais lui écrire, et je saurai sans doute ce que c'est que toute cette histoire d'assassinat. Ah, ne faites pas cela, Excellence. Je vous ai toujours servi fidèlement. Je ne dis pas non. L'abbé Busoni, qui a entendu ma confession, vous avait prévenu que j'avais un lourd reproche à me faire. J'ai cru que vous aviez volé. Ah, monsieur le comte. Non, il s'agissait d'une vengeance. Mais pourquoi cette maison? C'est ici que la vengeance s'est accomplie. Quoi, ma maison? Oh, monsieur, elle n'était pas encore à vous. Elle était à monsieur de Saint-Méran, aviez-vous à vous venger du marquis? Non, c'était d'un autre. Voyons. Asseyons-nous et racontez-moi cela. Je ne l'ai raconté qu'une fois et c'était à l'abbé. Alors, mon cher Bertuccio, vous trouverez bon que je vous renvoie à votre confesseur. Vous n'êtes plus à moi. Ah, monseigneur, je parlerai, je dirai tout. Et si je vous quitte, ce sera pour marcher à l'échafaud. Oui, je dirai tout. Enveloppé de ce manteau qui ressemble à celui de monsieur de Villefort. L'ancien procureur du roi, qui avait épousé la fille du marquis de Saint-Méran et qui avait dans le barreau la réputation du plus honnête et du plus sévère magistrat? Eh bien, monsieur, cet homme, à la réputation irréprochable, était un infâme. En vérité, contez-moi cela, monsieur Bertuccio, car cette histoire commence véritablement à m'intéresser. Les choses remontent à 1815. J'avais un frère aîné qui était au service de l'empereur. Il était mon unique ami. Nous étions orphelins et il m'avait élevé comme son fils. En 1814, sous les Bourbons, il s'était marié. L'empereur revint de l'île d'Elbe et mon frère reprit du service. Blessé légèrement à Waterloo, il se retira avec l'armée derrière la Loire. Mais c'est l'histoire des 100 jours que vous me faites là. Excusez-moi, Excellence, mais ces premiers détails sont nécessaires. Un jour, nous reçûmes une lettre. Il faut vous dire que nous habitions le village de Rogliano, à l'extrémité du Cap Corse. Mon frère me disait qu'il revenait. Si j'avais un peu d'argent, il me priait de le lui faire tenir à Nîmes, chez un aubergiste avec lequel nous avions quelques relations. De contrebande. Ah, mon Dieu, il faut bien vivre. Continuez. Je résolus d'aller porter l'argent moi-même, laissant 500 francs à ma belle-sœur Assunta. C'était le moment où avaient lieu les fameux massacres du Midi. On égorgeait dans les rues tous ceux qu'on soupçonnait de bonapartisme. En entrant à Nîmes, on marchait dans le sang.
Je courus chez mon aubergiste pour apprendre que mon frère, arrivé la veille, avait été assassiné. Je fis tout au monde pour connaître les meurtriers, mais personne n'osa me dire leur nom. Je me présentai alors chez le procureur du roi, qui se nommait Villefort, et venait de Marseille, où il avait été substitut. Son zèle lui avait valu de l'avancement. Il avait été l'un des premiers, disait-on, qui eussent annoncé au gouvernement le débarquement de l'île d'Elbe. Donc vous vous êtes présenté chez lui? Oui. Monsieur, mon frère a été assassiné hier dans les rues de Nîmes. Et qu'était votre frère? Lieutenant au bataillon corse. Un soldat de l'usurpateur, alors? Un soldat des armées françaises, monsieur le procureur. Eh bien, il s'est servi de l'épée, il a péri par l'épée. Vous vous trompez, monsieur. Il a péri par le poignard. De plus, mon pauvre frère avait une femme. Obtenez pour elle, s'il vous plaît, une petite pension du gouvernement. Chaque révolution a ses catastrophes. Votre frère a été victime de celle-ci, c'est un malheur. Et le gouvernement ne doit rien à votre famille pour cela. Et quoi, monsieur? Est-il possible que vous me parliez ainsi, vous, un magistrat? Tous ces Corses sont fous. Ils croient encore que leur compatriote est empereur. Vous vous trompez de temps, mon cher. Il fallait venir il y a 2 mois. Aujourd'hui, il est trop tard. Puisque vous connaissez les Corses, vous devez savoir comment ils tiennent parole. Eh bien, je vous déclare que je vous tuerai. Quoi? Je vous déclare la vendetta. Gardez-vous de votre mieux, car la première fois que nous nous retrouverons face à face, c'est que votre dernière heure sera venue. Et là-dessus? Je m'enfuis. Ah ah. Avec une honnête figure, vous faites de ces choses-là, monsieur Bertuccio. Et un procureur du roi encore. À partir de ce moment-là, il se tint bien sur ses gardes, me faisant chercher partout, sans me trouver. Et quand il se fit nommer à Versailles, je le suivis. L'important était de le tuer sans être arrêté, car je ne m'appartenais plus. Comment cela? J'avais à nourrir ma belle-sœur. Donc, pendant 3 mois, je guettais M. de Villefort. Enfin, je découvris qu'il venait mystérieusement à Auteuil, dans cette maison où nous sommes, et qu'il y entrait par cette petite porte que vous voyez là. Je m'informai, la maison appartenait à M. de Saint-Méran, beau-père du procureur, qui habitait Marseille. Il venait de la louer à une jeune veuve connue sous le nom de la Baronne. Un soir, en regardant par-dessus le mur, je vis une femme jeune et belle qui se promenait dans ce jardin. Elle regardait fréquemment vers la petite porte et je compris qu'elle attendait M. de Villefort. Elle pouvait avoir une 20aine d'années et je remarquai qu'elle était enceinte et que sa grossesse était assez avancée. Peu de temps après, on ouvrit la petite porte et un homme entra. La jeune femme courut à sa rencontre, ils s'embrassèrent tendrement et regagnèrent la maison. Cet homme, c'était le procureur Villefort. Avez-vous su le nom de la femme? Non, Excellence, vous allez voir que je n'eus pas le temps de l'apprendre. Oh, j'aurais pu peut-être tuer le procureur ce soir-là, mais je ne connaissais pas assez le jardin. Je patientais donc. 3 jours après, vers 7 heures du soir, je vis sortir de la maison un domestique à cheval qui prit la route de Sèvres. 3 heures plus tard, un homme enveloppé d'un manteau entrait par la porte du jardin. Je reconnus Villefort. Je sautai par-dessus le mur, me cachai dans un massif et attendis. 2 heures s'écoulèrent pendant lesquelles, à plusieurs reprises, je crus entendre des gémissements. Minuit sonna. C'est alors que la porte qui donne sur l'escalier que nous avons pris tout à l'heure s'ouvrit, et que reparut l'homme au manteau. Vous possédez l'art du conteur, monsieur Bertuccio. Oh, Excellence. Poursuivez, je vous en prie. Je tirai mon couteau, l'ouvris et me tins prêt. L'homme vint vers moi. Il tenait une bêche à la main. Il s'arrêta à la lisière du massif où je me tenais, jeta un regard autour de lui et se mit à creuser un trou dans la terre. C'est alors que je m'aperçus qu'il y avait quelque chose dans son manteau qu'il avait déposé sur la pelouse. Quand le trou eut quelque profondeur, le procureur tira du manteau un petit coffre, long de 2 pieds et large de 6 à 8 pouces. Il le déposa dans le trou et repoussa la terre. Je m'élançai alors et lui enfonçai mon couteau dans la poitrine en lui disant « Je suis Giovanni Bertuccio ».
Ta mort pour mon frère, ton trésor pour sa veuve. Et il tomba sans pousser un cri. En quelques secondes, j'eus déterré le coffret et rebouché le trou. Je jetai la bêche par-dessus le mur et m'enfuis. Bon, c'était à ce que je vois un petit assassinat doublé de vol. Non, Excellence. C'était une vendetta suivie de restitution. Et la somme était ronde, au moins? Oh, ce n'était pas de l'argent. Et quoi donc? Dans un lange de fine batiste était enveloppé un petit garçon qui venait de naître. Il avait dû succomber à une asphyxie causée par des ligaments naturels roulés autour de son cou. Cependant, je crus sentir un léger battement dans la région du cœur. Je dégageai le cou, et comme j'avais été infirmier, je lui insufflai de l'air dans les poumons. Après un quart d'heure d'effort, je le vis respirer, et j'entendis un cri s'échapper de sa poitrine. Dieu ne me maudit pas, pensai-je, puisqu'il permet que je rende la vie à une créature humaine en échange de la vie que j'ai ôtée à un autre. Et que fîtes-vous de cet enfant? Je le déposai dans un hospice où on reçoit ces pauvres créatures après avoir pris soin de conserver la moitié du lange qui l'enveloppait, de manière qu'une des 2 lettres qui le marquaient continua d'envelopper le petit corps. 15 jours plus tard, j'étais de retour à Aureliano, auprès d'Assunta, à qui je racontais ce qui s'était passé. « Tu aurais dû rapporter cet enfant, me dit-elle. Nous lui eussions tenu lieu de parents et nous l'eussions appelé Benedetto. » De quelle lettre était marqué ce lange? D'un H et d'un N, surmonté d'un tortil de baron. Mais de quel crime étiez-vous accusé quand l'abbé Busoni alla vous trouver dans la prison de Nîmes? Dès mon retour en Corse, je m'étais remis à mon métier de contrebandier. Et nous avions fondé un entrepôt dans une auberge sur la route de Bellegarde à Beaucaire, à l'enseigne du pont du Gard. Au retour d'une de mes courses, je trouvai un berceau dans la chambre d'Assunta. Elle avait profité de mon absence et, munie de la moitié du lange, elle était allée à Paris réclamer l'enfant qui lui avait été remis. En vérité, Assunta, m'écriai-je, tu es une digne femme, et la Providence te bénira. Hélas, ce fut cet enfant que Dieu chargea de ma punition. Jamais nature plus perverse ne se déclara plus prématurément, et cependant ma sœur le traita comme le fils d'un prince. Plus de 10 années passèrent ainsi. Quand j'étais à Rogliano, les choses marchaient encore convenablement, mais dès que j'étais parti, c'était Benedetto qui devenait le maître de la maison. Tous ses camarades étaient choisis parmi les plus mauvais sujets de Bastia et de Corte. Et très vite, la justice nous donna des avertissements. J'en fus effrayé. Toute information pouvait avoir des suites fâcheuses. J'allais justement être forcé de m'éloigner de Corse pour une expédition importante. Je fis à Benedetto la proposition de me suivre. Il me rit au nez. Êtes-vous fou? Quitter la vie que je mène? Changer ma paresse contre l'horrible travail que vous vous êtes imposé? Et tout ça pour gagner un peu d'argent. L'argent. J'en ai tant que j'en veux. Mais Assunta m'en donne quand je lui en demande. Charmant enfant. Notez, Excellence, qu'il savait parfaitement lire, écrire et compter, car lorsqu'il voulait s'adonner par hasard au travail, à l'étude, il apprenait en un jour ce que les autres apprenaient en une semaine. Et après cela, je partis pour la France. Notre expédition s'exécuta sans encombre. Nous amarrâmes notre barque et nos marchandises de contrebande au milieu d'une quantité de bateaux, et nous commençâmes à décharger nuitamment nos marchandises prohibées. Un soir, notre mousse accourut en disant qu'il avait vu une escouade de douaniers se diriger de notre côté. Mais il était déjà trop tard, notre barque était entourée. Parmi les douaniers, je remarquai quelques gendarmes. Je descendis dans la cale et, me glissant par un sabord, je me laissai couler dans le fleuve. Je nageai entre 2 eaux et m'éloignai. Je réussis à gagner une petite hôtellerie. Que tenait l'associé dont vous m'avez parlé? Oui, mais depuis quelques années, il avait cédé son établissement à un ancien tailleur de Marseille, avec qui nous avions gardé les mêmes arrangements. Je comptais donc lui demander asile. Et comment se nommait cet homme?
Gaspard Cadrousse. Il était marié à une femme qu'on appelait la Carconte. Et ces choses se passaient en 1829, au début d'avril, le 3 au soir. Bien. Continuez. C'était donc à Cadrousse que je comptais demander asile. Mais comme d'habitude, j'entrais discrètement par le jardin et gagnais une espèce de soupente où j'avais plus d'une fois passé la nuit. Cette soupente, placée sous l'escalier, n'était séparée de la salle commune que par une cloison en planche dans laquelle des jours avaient été aménagés à notre intention. Si Cadrousse était seul, je le préviendrais de mon arrivée. Or, à ce moment même, Cadrousse rentrait chez lui avec un inconnu. Le prêtre ne nous avait pas trompés, le diamant est mort. Qu'est-ce que tu dis? Et voilà monsieur qui est bijoutier et qui est prêt à nous en donner 50 000 francs. Oh, l'histoire que vous m'avez racontée de ce prisonnier mourant et de la visite de cet abbé Bouzonne venu pour vous remettre ce diamant, héritage du prisonnier, peut être vrai. C'est invraisemblable qu'elle paraisse, mais quant au prix... Le prix? Ah, j'en ai offert 40 000 francs. 40 000? L'abbé Bisonnet nous a dit qu'il valait 50 000 francs, et sans la monture encore. Ah, montrez-moi ce diamant, que je le revoie une seconde fois. Tenez, tenez. Et le voilà. Attendez. Bon, j'irai jusqu'à 45 000 francs, mais je ne donnerai pas un sou avec. Voilà. Qu'en dis-tu? S'il retourne à Beaucaire sans le diamant, il nous dénoncera. Et qui sait si nous pourrons jamais retrouver cet abbé? Eh bien, soit. Mais les 45 000 francs, où sont-ils? Les voici. Attendez que j'allume la lampe, hein. Il ne fait plus clair et on pourrait se tromper. Voilà. Alors, le compte y est-il? Oui. Et quoi que vous nous ayez soulevé une dizaine de 1000 francs, peut-être. Peut-être voulez-vous souper avec nous? C'est de bon cœur. Hein? Ah, merci. Non, il se fait tard et il faut que je retourne à Beaucaire. Allez, adieu mes amis et... S'il vous revient par hasard des abbés Bouzonne, pensez à moi. Oh, vous allez partir par ce temps-là, vous pourriez coucher ici. Ah, mais moi, j'ai pas peur du tonnerre. Et des voleurs? Alors, pour eux, j'ai les pistolets. Adieu. Pourquoi tu lui as offert de coucher ici? Pour qu'il n'eût pas la peine de retourner à Beaucaire par un temps pareil. Ah. Je croyais que c'était pour autre chose. Femme, pourquoi as-tu de pareilles idées? C'est égal. Si tu avais été un homme, il ne serait pas sorti d'ici. Oh, femme, tu offenses le bon Dieu. Tiens, tiens, écoute. Oh, Jésus. Qui va là? Johannes, le bijoutier. Que disais-tu donc? Que j'offensais le bon Dieu. Voilà que le bon Dieu nous le renvoie. Entrez donc, cher monsieur Johannes. Merci. Eh bien, il paraît que le diable ne veut pas que je retourne à Beaucaire ce soir. Cher monsieur Cadrousse, vous m'avez offert l'hospitalité, je l'accepte. Avez-vous d'autres voyageurs? Non, nous ne donnons point à coucher. Ah, ben, alors je vais vous gêner. Pas du tout. Nous vous mettrons dans la chambre du haut. Nous avons un second lit dans la pièce à côté. Ils lui donnèrent à souper, et à la fin il monta se coucher. Je l'entendis qui passait au-dessus de ma tête. Les marches craquaient sous ses pas.
La lampe dans la salle commune s'éteignit et je finis par m'endormir. J'étais au plus profond de mon sommeil lorsque je fus réveillé par un coup de pistolet suivi d'un cri terrible. Une masse inerte vint s'abattre dans l'escalier juste au-dessus de ma tête. Il faisait toujours noir. Je portais la main à mon front, sur lequel il me semblait que dégouttait une pluie tiède et abondante. Dans le silence revenu, un homme descendit dans la salle commune et alluma une chandelle. C'était Cadrousse. Il avait la chemise ensanglantée. Il avait à la main le diamant qu'il roula dans son mouchoir, qu'il tourna autour de son cou. Puis il courut à l'armoire, en tira ses billets et son or et s'enfuit. De mon côté, je déplaçai quelques planches et me retrouvai dans la maison dont je fis le tour. Un corps barrait l'escalier, celui de la Carconte, tué d'un coup de pistolet. Dans la chambre, je trouvai le bijoutier, la poitrine percée de 4 coups de couteau, mort. Je redescendis pour trouver dans la grande salle 5 ou 6 douaniers et 2 ou 3 gendarmes. On s'empara de moi, me prenant pour l'assassin. J'étais couvert du sang de la Carconte qui m'avait coulé dessus à travers les marches de l'escalier. Mais comment les gendarmes étaient-ils là? En quittant ma barque à la nage, j'avais été vu par un douanier et suivi. Ils avaient fini par repérer l'auberge. Donc ils vous ont arrêté? Et conduit à Nîmes. Et ma première demande au juge d'instruction fut pour le prier de faire rechercher un certain abbé Busoni. Si Cadrousse avait inventé cette histoire d'abbé, j'étais perdu, à moins que Cadrousse ne fût pris à son tour et n'avoua tout. J'allais être jugé lorsque l'abbé vint me voir dans ma geôle. Je lui racontai ce dont j'avais été le témoin, et il me crut. J'eus la preuve qu'il s'était occupé de moi quand je vis quelque temps après ma prison s'adoucir graduellement. Dans cet intervalle, Cadrousse fut pris à l'étranger et ramené en France. Il avoua tout, fut condamné aux galères, et moi remis en liberté. Et c'est alors que vous vous êtes présenté chez moi, porteur d'une lettre de l'abbé Busoni. Oui. Et maintenant je demande à votre Excellence, a-t-elle jamais eu à se plaindre de moi? Non. Vous êtes un bon serviteur. Quoique vous manquiez de confiance. Comment se fait-il que vous ne m'ayez jamais parlé de votre belle-sœur, ni de votre fils adoptif? Hélas. Il me reste à vous dire le plus dur de ma vie. En sortant de prison, je repartis pour Rogliano. En arrivant, je trouvai la maison en deuil. Benedetto, avec 2 de ses méchants amis, avait torturé à mort cette pauvre Assunta, pour lui faire avouer où elle avait caché notre petit trésor. Il s'était enfui après son forfait, et depuis ce jour, je ne l'ai pas revu. Je n'ai même pas entendu parler de lui. Je n'avais donc pas à vous parler d'elle, morte, ni de lui. Et qu'avez-vous pensé de cet événement? Que c'était le châtiment du crime que j'avais commis. Ah, ces Villefort! C'était une race maudite! Je le crois. Quant à ce Benedetto, si mal nommé, n'avez-vous jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu? J'espère qu'il est mort. Les méchants ne meurent pas ainsi, Bertuccio. Car Dieu semble les prendre sous sa garde pour en faire l'instrument de ses vengeances. Villefort méritait un châtiment pour ce qu'il vous avait fait. Et peut-être pour autre chose encore. Benedetto, s'il vit, servira à quelque vengeance divine, puis sera puni à son tour. Rentrons, maintenant, monsieur Bertuccio.
Il est 11h30. Haïdé ne peut tarder à arriver. Ali? Ah. Ali, a-t-on prévenu les femmes françaises qui assureront le service d'Haïdé? Ah. Elles sont 3 qui attendent dans la chambre à coucher, n'est-ce pas? C'est bien. Madame sera fatiguée ce soir, et sans doute voudra-t-elle dormir. Qu'on ne la fasse pas parler. Les suivantes doivent seulement saluer leur nouvelle maîtresse et se retirer. Ah, la voilà. Ali, je vais l'accueillir moi-même. Bonsoir, Haïdé. Bonsoir, monseigneur. Voici ta nouvelle demeure. Où vit son maître, Haïdé est heureuse. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 16e épisode, La Maison d'Auteuil. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Bertuccio, André Weber. Gérard de Villefort, André Oumanski. Benedetto, Jean-Paul Tribou. Cadrousse, Armand Meffre. La Carconte, Anne-Marie Coffinet. Le bijoutier, Philippe de Rèze. Ali, Louis Amiel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.